Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de KU News, votre émission d'actualité bimensuelle du monde de l'escalade. Et cette semaine, avant de commencer, est-ce que vous connaissez la marque de boisson Oli? Mais bien sûr que vous connaissez. On en entend parler partout. Tu connais pas? Mais comment tu peux ne pas connaître? Tout le monde, on n'en peut plus. Et oui, vous l'aurez peut-être deviné, mais cette vidéo, comme tous les autres KU News de la chaîne, n'est pas sponsorisée. Personnellement, j'ai à cœur de vous proposer un contenu de qualité, ou en tout cas je l'espère que vous trouvez de qualité, mais surtout un contenu gratuit. Et si la vie me permettait de me nourrir de gigaoctets de données vidéo, ce serait génial. Le problème, c'est que c'est pas le cas. Et actuellement, pour vivre, je suis obligé de faire d'autres missions à côté de Caillou. Alors, toujours en rapport avec Caillou, je ne vis quasiment que de ça, donc en tant que prestataire escalade ou prestataire vidéo escalade. Le problème, c'est que c'est quand même du temps que je ne peux pas mettre sur les très gros projets de la tienne qui me tiennent à cœur et qui finalement vous tiennent à cœur, j'imagine. Donc pour pallier à ce problème, il y a 1 an et demi, j'ai lancé ma page Tipeee, donc qui est une plateforme de dons qui vous permet d'aller aider financièrement la chaîne. Donc vraiment, si vous avez les moyens et que vous aimez ce que je produis, n'hésitez pas à aller faire un don, ça m'aide énormément. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les tipeurs qui sont là depuis 1 an et demi. Vraiment, merci énormément. C'est sûrement grâce à vous qu'il y a des vidéos en plus des KU News parce que ça demande une charge de travail considérable et je ne pourrais pas être à 100% sur la chaîne si vous n'étiez pas là. Donc encore une fois, un gros merci. Et voilà, maintenant que cela est dit, on peut passer à ce qui nous intéresse, à savoir les news. Et je peux dire que les news, on en a que des énormes cette semaine, avec la réintégration du circuit international par les Russes et les Biélorusses, une nouvelle qui va forcément faire couler beaucoup d'encre, un record de précocité en 9 à bloc, Adam Ondra qui flash du 8C, Natalia Grossman qui n'était visiblement pas super heureuse de la façon dont j'avais parlé d'elle dans la dernière vidéo, la première de la Pro Climbing League, cette compétition tant attendue, ou encore la libération d'une mystérieuse voie de trad, potentiellement la plus difficile au monde. Bref, on est parti. News numéro 1, c'est probablement la news de ce mois dernier. Après une réunion à Turin en Italie, World Climbing, la fédération internationale, a annoncé la réintégration des athlètes russes et biélorusses sur le circuit international. En effet, depuis 2022 et le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ces derniers avaient été immédiatement suspendus et interdits de toute compétition internationale, ce qui, si on rajoute la période Covid, donne une absence quasi totale sur le circuit depuis presque 6 ans. Et 6 ans, c'est beaucoup. Je veux dire, il y a des gamins de 6 ans qui flashent mes projets personnellement, donc c'est pas mal. Pourtant, la situation avait failli évoluer en 2023 alors que le CIO préconisait un retour des Russes à la compétition, mais le boycott annoncé des athlètes ukrainiens, polonais ou baltes avait alors repoussé la réintégration. Enfin, en ce début d'année 2026 et au bout de 3 longues années, World Climbing a donc finalement décidé d'acter le retour des athlètes russes et biélorusses, mais sous le statut d'athlète individuel neutre, à savoir sans représenter directement leur pays, et toujours en maintenant l'interdiction d'organiser des événements internationaux au sein des deux pays. Mais alors attention, parce que si pour vous, comme pour moi, avant cette vidéo, participer en tant qu'athlète neutre, ça voulait simplement dire avoir un petit drapeau bizarre à côté de son nom et ne pas chanter l'hymne à la fin de la compétition, en fait c'est beaucoup plus contraignant que ça. En fait, pour participer sous statut neutre, un athlète doit en plus signer une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne relève d'aucun critère d'exclusion, fournir des documents administratifs complets, obtenir une validation formelle de sa fédération, se soumettre à une enquête menée par une agence d'investigation indépendante, être validé par un Neutral Athlete Advisory Group composé d'un vice-président de World Climbing, d'un représentant des athlètes et du président de la commission éthique, accepter 6 mois de contrôle antidopage supplémentaire avant toute réadmission, réussir l'épreuve des poteaux de Koh-Lanta sur un graton bitexture et grimper en moon boot sur les 7 prochaines compétitions. Bon alors ok, les 2 derniers c'est moi qui les ai rajoutés, mais on m'enlèvera pas de l'idée que ce serait vachement plus sympa. Enfin blague à part, ces conditions sont tout de même assez lourdes pour les athlètes russes et biélorusses et surtout coûteuses. En effet, là où une licence internationale classique coûte 40 €, une licence internationale neutre coûte 1500 €, ce qui n'est même pas la moitié du prix des 6 mois de contrôle antidopage supplémentaire de 3500 € à financer soi-même. Ça fait donc 5000 € en tout, et quand tu sais que sur le circuit il y a Sorato Enraku et Yannick Garbett, bon courage pour rembourser ça avec les podiums. Et d'ailleurs justement en parlant de l'aspect sportif, on se demande un peu tous, mais quel sera l'impact du retour des Russes d'un point de vue sportif dans la compétition? Et en vrai, on sait pas trop. Alors le premier nom qui m'est venu en tête est celui d'Alexei Rubtsov, le meilleur bloqueur russe des 10 dernières années, avec notamment une 4e place au championnat du monde 2021 à Moscou, mais celui-ci ayant maintenant 37 ans, on le voit mal revenir au même niveau après tant d'absence. Chez les femmes en revanche, on aura plus de chances de revoir Elena Krasovskaya qui finissait également 4e à Moscou, devant une certaine Brooke Raboutou et qui a aujourd'hui 25 ans, tandis qu'en difficulté, on citera Dinara Non mais venez, on les remet pas en fait, je veux dire, franchement c'est pas nécessaire quoi.
Dinara Fakhriddinova qui avait participé à quelques finales de coupe et championnat du monde, mais qui a maintenant 33 ans et on verrait plus Victoria Meshkova, une finale en coupe du monde et aujourd'hui 25 ans, revenir dans la course. Mais surtout la discipline où les Russes brillaient le plus, c'était évidemment la vitesse, avec à chaque fois au moins 3 ou 4 athlètes en phase finale, et notamment la dernière recordwoman du monde avant Alexandra Miroslav, Yulia Kaplina. Enfin, malgré ce côté sportif qui finalement sera quand même assez rafraîchissant pour le circuit, eh bien vous vous doutez bien que la nouvelle n'a pas été très bien acceptée par tout le monde, surtout que le conflit entre la Russie et l'Ukraine est toujours en cours. D'ailleurs, sentant évidemment venir les critiques, World Climbing a également précisé dans son communiqué que le sujet du rôle du sport dans le contexte géopolitique actuel serait abordé dans la prochaine assemblée générale qui se tiendra à Riyad en Arabie Saoudite. Ah, au moins on peut pas dire qu'ils vont pas sur le terrain. Bon, plus sérieusement, c'est pas un sujet extrêmement drôle à traiter, et très sincèrement, j'ai pas forcément d'avis défini sur la question. Réintégrer les Russes, ça veut dire forcément faire une sacrée insulte aux Ukrainiens, et en même temps, les laisser de côté, ça veut dire agrandir encore le fossé qui nous sépare. En attendant, les Russes, eux, seront bien au rendez-vous de cette année compétitive 2026, et tout ce qu'on souhaite pour la suite, c'est que les seuls murs qui persistent sur les tapis soient ceux que l'on puisse grimper. News numéro 2, et on enchaîne avec une énorme news sur la planète Block, le très jeune grimpeur américain Sean Beckett. Ah, et s'il vous plaît, me reprenez pas sur la prononciation, quoi, je veux dire, Sean, H-S-I-N, genre, même les lettres, elles se sont jamais rencontrées. Oh, salut, je m'appelle H, et toi, c'est comment? Oh, bah, moi, c'est S, enchanté. Sean Beckett, donc 16 ans, vient d'enchaîner le bloc No One Mourns the Wicked 9A sur le site de Red Rock aux États-Unis. Une ascension qui marque l'histoire de la discipline puisqu'il s'agit là de l'ascension la plus précoce d'un bloc de cette cotation. Alors si vous suivez l'émission régulièrement, vous vous dites peut-être que cette news sonne un petit peu répétitive à votre oreille, et c'est normal. En effet, déjà en octobre dernier, on parlait du français Sam Richard qui était devenu le plus jeune grimpeur dans la cotation. Et bien avec 2 ans de moins, Sean fait une entrée fracassante pour détrôner le français à la première place de ce classement. Une ascension dont l'américain se souviendra longtemps, la résumant en 2 minutes de flow intense pour finalement venir à bout d'un objectif qu'il s'était donné à l'âge de 12 ans. Et c'est drôle dit comme ça parce que vraiment t'as l'impression que c'est l'objectif d'une vie, mais ça fait 4 ans quoi. Derrière t'as le temps, faut continuer de s'occuper. Je sais pas, faut trouver des trucs à faire. Du kayak. La balle aux prisonniers, je sais pas, un truc. Dans son texte, Sean explique également les problèmes auxquels il aura dû faire face pour venir à bout du bloc, et notamment sa maladie de Lyme dont il est atteint et qui l'aura gêné durant ses séances. Concernant la cotation, il ne souhaite pas se prononcer, estimant ne pas avoir assez d'expérience pour cela. Enfin, concernant la cotation, il ne souhaite pas se prononcer, estimant ne pas avoir assez d'expérience dans le niveau pour cela. Ah oui, et dernière chose, pour tous les gens qui dépriment en voyant l'âge de Sean qui enchaîne un 9A à 16 ans, eh bien je tenais à vous montrer d'un peu plus près la photo de son ascension qui montre qu'on peut s'appeler Daniel Woods et se prendre des buts par des gamins de la moitié de son âge, et ça, c'est beau. News numéro 3, il y a quelques jours a eu lieu la première du Mellow Film Tour, un festival très attendu puisqu'il mettait notamment en scène les ascensions de Duality of Man, le nouveau 9C de Sean Bailey, mais aussi Excalibur 9B+, par Brooke Raboutou. Mais ce qu'on n'avait pas vu venir par contre, c'est la libération de la voie de trad la plus difficile au monde. En effet, le 14 juillet 2025, il y a donc environ 8 mois, Connor libérait la voie de Drifter's Escape sur le site de Squamish au Canada et proposait la cotation jamais vue en escalade traditionnelle de 9A+. Pourtant, la question qui a fleuri dans les médias ces derniers temps est: s'agit-il véritablement de la voie de trad la plus difficile au monde ? En effet, actuellement, les voies les plus difficiles d'escalade traditionnelle, bien que leur cotation ne soit pas toujours officielle, se situent aux alentours du 9A sportif et concernent 3 tracés: Tribe libéré par Jacopo Larcher en 2019, Bon Voyage libéré par James Pearson en 2023 et Crown Royal libéré par Pete Whitaker en 2023 également. Jusque là, la question ne se pose donc pas trop, mais c'est parce que c'est pas la bonne question. On cherche pas à savoir si Drifter's Escape est bien plus difficile que les autres, mais si Drifter's Escape est une voie d'escalade trad. En effet, perdu sur la face du Stawamus Chief, à la 5e longueur d'une ancienne voie d'escalade artificielle, Drifter's Escape présente une particularité. Malgré son aspect parfait pour l'escalade traditionnelle et plusieurs minuscules fissures rectilignes de 20 mètres, on trouve également sur celle-ci 2 pitons présents lors d'un passage plus facile de la voie pour protéger une chute potentiellement mortelle.
Or, vous le savez, le principe même de l'escalade traditionnelle est de placer la totalité de ses protections soi-même, avec notamment des coinceurs, ce qui rajoute justement une dimension d'engagement ayant toute son influence sur la grimpe. Ces deux pitons viennent donc remettre en cause la catégorisation de cette voie et par conséquent un record de difficulté ou non. D'ailleurs, cette voie n'est pas la seule dans ce cas, puisque The Best Things in Life Are Free, une autre voie de trad cotée dans les environs de 9A au Gunks, présente la même similitude d'avoir 2 points. Mais bon, on va pas se le cacher, ce problème, c'est avant tout un problème de journaliste ou de spectateur, pas vraiment de grimpeur, parce que si un peu à l'image des slash ou des prises taillées, on aime bien que tout soit clair, précis, qu'il y ait une certaine hiérarchie dans notre tête, bah Connor, lui, il s'en fout. D'ailleurs, à ce sujet, le principal intéressé répond qu'il ne prétend pas spécialement à une ascension en trad. Pour lui, les 2 points étaient là et ont été posés avec la voie il y a longtemps. Ils font partie de ce décor et il n'est pas du genre à prendre des risques inutiles pour un quelconque record. Et d'ailleurs, au final, voie la plus difficile de trad ou non, c'est surtout encore un immense exploit dans le carnet de croix de Connor qui continue de s'affirmer comme l'un des tout meilleurs grimpeurs de trad au monde. News numéro 4, il y a 2 semaines se sont déroulées dans la ville d'Orlando en Floride une compétition très attendue de la scène étrangère, les championnats des États-Unis. Alors d'habitude je résume pas trop les championnats étrangers, mais là il y avait 2 événements dans la compétition qui nous intéressaient particulièrement. Le premier, c'est le retour gagnant de Natalia Grossman, l'américaine qui aura remporté après plus d'1 an sans compétition officielle les championnats de bloc de son pays, une compétition remportée devant Brooke Raboutou, médaillée d'argent aux derniers Jeux Olympiques, et Melina Costanza, médaillée de bronze des derniers championnats du monde, rien que ça. Eh mais attends, dans le dernier Kevin News, tu disais pas que Natalia Grossman était encore blessée au fond du trou et qu'elle reviendrait jamais à son meilleur niveau? Ouais. Et il faut que j'aille réparer tout ça maintenant. Miguel, je suis ton toi du futur, arrête tout de suite ce que tu vas dire sur Nathalie. Attends, qu'est-ce que tu fais avec ce hérisson? Bah, comme d'habitude. Attends, on n'est pas mercredi? Ah bah non, mardi. Ah purée, je suis en avance. Ah la boulette. Enfin, blague à part, c'est vrai que j'ai été un peu rapide en besogne sur l'avenir de Natalia, et pour autant, ça ne veut pas dire qu'elle est de retour au top de sa forme. En effet, peu après la compétition, Natalia aura publié un post Instagram décrivant ses championnats comme la compétition la plus éreintante à laquelle elle ait jamais participé physiquement et mentalement, notamment après avoir subi une crise de panique en apprenant sa qualification en finale suite à un appel de dernière minute. Finalement, elle aura réussi à composer avec sa blessure à l'épaule qui reste malgré tout présente et nécessite encore de la rééducation. Un dénouement finalement heureux, contrairement à l'autre protagoniste qu'on attendait tous lors de ces championnats des US, Chris Sharma. On en avait déjà parlé dans un précédent épisode, mais la légende américaine de 44 ans maintenant avait évoqué un retour à la compétition avec pour objectif une entrée vers le parcours de qualification de LA 2028 en difficulté. Et bien, résultat, 24e. Attendez, on parle du 24 d'après 23. En effet, qualifié à la 16e place en demi-finale, Chris se sera manqué sur un mouvement dynamique en début de voie, mais au-delà de cette erreur, la mauvaise nouvelle pour Chris, c'est surtout que la marge avec la nouvelle génération semble énorme, et comme on pouvait s'y attendre, ces années d'absence en compétition auront coûté très cher, alors que loin devant lui, c'est Colin Duffin qui l'aura emporté sans surprise. News numéro 5, il y a encore quelques mois, on pensait que le 8C Flash était une performance exceptionnelle avec ses premières réalisations à l'été dernier par l'allemand Yannick Floé sur Foundations Edge, rapidement suivi par le français Jules Marchalan et son flash de Power of Now direct. Mais ça, c'était avant qu'on se rappelle qu'Adamandra n'avait jamais tenté l'exercice. Vous sentez venir la suite ? En effet, quelques mois plus tard, la légende tchèque y allait aussi de son flash sur Foundations Edge avant de tenter dans la foulée le flash de Big Nose, un autre 8C mais sans succès. Sauf que Adamandra sans succès, c'est un petit peu comme un bébé sans poumon. Ça dure pas longtemps. Car alors qu'on pensait que le Tchèque n'allait pas forcément s'attarder sur l'exercice, c'était sans compter son ascension flash de Lion's Share 8C sur le site de Brion en Suisse, un flash qui lui aura permis de devenir le meilleur grimpeur flash en bloc de toute l'histoire, en sachant bien évidemment qu'il l'était déjà en falaise. Alors moi j'ai une théorie, c'est que je pense qu'Adamandra il a échangé sa liste de courses avec la liste des records du monde de l'escalade, il l'a mis sur le frigo et tous les jours il sort comme ça et il croit qu'il achète des clémentines, mais en fait il flash des blocs, comme ça, il flash des blocs, il flash... Car oui, Adam ajoute donc encore un record à sa légende, un record qui pourrait encore être amélioré au cours des prochains mois, alors que le Tchèque annonce avoir encore plusieurs prétendants de 8C Flash sur sa liste, de quoi déprimer toute la concurrence. Et dans le reste des news, ce week-end a eu lieu la tant attendue Pro Climbing League, une compétition inédite avec un format original sous la forme de duel à élimination directe en bloc. Alors je vous préviens avant de spoiler les résultats, je ne peux malheureusement pas résumer la compétition en images parce que Red Bull sont assez pointilleux sur les droits, donc si vous voulez regarder la compétition avant de regarder cette news,
N'hésitez pas à aller via le lien en description, bon, ça dure un peu de temps donc revenez quand même après, mais voilà. C'est bon, tout le monde est prêt? Allez, on y va. Enfin donc chez les hommes, c'est le Britannique Maximilian Milne qui l'aura emporté face à l'Américain Colin Duffy en finale, alors que chez les femmes, c'est Oriane Berton qui aura réussi la belle performance de faire tomber Janja Garnbret dans ce nouveau format. Et justement, ce format, il aura beaucoup fait parler en bien, mais aussi en mal. Alors la première chose, c'est qu'on pensait que le format allait dynamiser la compétition, que ça allait être hyper dynamique, hyper rapide, hyper fluide. Et en fait, l'émission a duré presque 4 heures. 4 heures, c'est énorme! 4 heures, et devinez, en 4 heures, combien de temps de grimpe? 18 minutes! 18 minutes de grimpe sur 4 heures, c'est extrêmement peu! L'émission était super longue. En fait, ce qu'a voulu faire Red Bull, c'était un peu une émission type, vous savez, Danse avec les stars ou The Voice, où on a assez peu d'action finalement, et énormément de temps entre chaque passage pour avoir le temps de faire des interviews, les backgrounds sur les athlètes, monter un petit peu la hype. Alors, encore une fois, c'est sympa, ça a eu des bons côtés, mais 18 minutes de grimpe sur 4 heures, les gars, c'est beaucoup trop, c'était scandaleux. Et le deuxième problème, c'est avec le format en lui-même, avec des blocs qui étaient extrêmement difficiles à ouvrir pour des règles comme ça. En fait, quand on a un duel de vitesse entre deux grimpeurs en bloc, l'idéal, c'est quand les deux grimpeurs progressent à peu près à la même vitesse, mais ne le font pas chacun en un essai. Du coup, il faut un bloc assez difficile pour garder un petit peu les grimpeurs en haleine, mais en même temps qu'ils puissent le réussir sans s'épuiser et sans avoir plus aucune chance de le faire. Du coup, ça donne un truc super dur, et on a eu pas mal de blocs trop faciles, ou des grimpeurs non grimpés que pendant 10 secondes de compétition, comme Mika Mawem, qui a fait un post d'ailleurs sur Instagram juste après, en disant bah merci pour la compétition, mais j'ai pas grimpé en fait, donc très compliqué. Alors après, tout n'est pas acheté, hein. Comme j'ai dit, il y a des choses qui étaient très bien. Je pense que déjà dans le format, il y a des bonnes choses. Il suffirait peut-être de retravailler un peu les règles pour avoir des duels, mais sur plusieurs blocs par exemple, pour rendre ça un peu moins punitif, un petit peu moins dépendant d'un seul bloc. Et surtout, la réalisation était extrêmement qualitative. J'ai franchement rarement vu une réalisation avec des plans aussi bien filmés, aussi beaux. Bref, c'était vraiment magnifique. Donc maintenant, voilà, la seule question c'est est-ce que la Pro Climbing League deviendra vraiment une ligue avec de nouvelles dates? Ça, on l'attend avec impatience. Et on continue ce Rest News avec Oriane Berton, justement la meilleure bloqueuse française du moment, qui vient de lancer sa chaîne YouTube. En effet, récente quadruple championne de France de bloc, Oriane est revenue sur l'événement dans une vidéo avec un résumé de sa compétition, mais aussi, petit plus, son rythme de vie pendant le week-end. La vidéo a un montage assez élaboré, surtout pour des productions d'athlètes qui sont parfois un peu artisanales, et est très dynamique, donc n'hésitez pas à aller la voir, et bien sûr à vous abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos d'Oriane sur le circuit. En plus, pour une fois qu'un athlète qui lance sa chaîne ne dépasse pas mon nombre d'abonnés en moins de 3 jours, ça me fait plaisir. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on commence avec Stefano Ghisolfi qui enchaîne le bloc Gioian 8C+, sur le site de Varazze en Italie. Un bloc libéré par Christian Corré et chargé d'histoire puisqu'il s'agit du premier 8C+ bloc au monde, libéré en 2008 et répété quelques années après par nul autre qu'Adam Ondra. D'ailleurs à cette époque, en 2012, soit il y a maintenant 14 ans, Stefano Ghisolfi avait déjà travaillé le bloc sans succès. Il était alors revenu à la charge entre 2015 et 2016 avant d'abandonner une nouvelle fois. Mais cette fois-ci encore, 10 ans plus tard, l'Italien était là et il avait finalement ce qu'il fallait pour en venir à bout et entériner au bout d'un combat de 14 ans son premier 8C+. Et on continue en Italie toujours, où on retrouve après le meilleur grimpeur italien, la meilleure grimpeuse italienne, Laura Rogora, et son enchaînement de Niobe 9A. La grimpeuse en forme de la fin d'année dernière est de retour avec une nouvelle croix dans le 9, une voie récemment ouverte par le tchèque Adam Ondra, et déjà bien connue pour son profil atypique tout en dalle, chose rarissime dans le 9e degré. D'ailleurs, si on pourrait penser qu'il s'agit d'une routine pour celle qui totalise maintenant 42 voies dans le 9, et bien pas tant que ça, puisqu'il s'agit de sa première dalle au-dessus du 7A, un enchaînement réalisé sur son 4e essai et que vous pouvez déjà visionner sur la chaîne YouTube de l'italienne, à qui il reste encore un peu de temps pour plus de croix avant le début de la saison compétitive. Et dans les autres femmes en forme de ces dernières années, Eva Hamel-Müller enchaîne sans complexe 9A tout proche d'Aix-en-Provence et WRC sur le site de Castillon. D'abord sans complexe, une voie libérée par le jeune Erwan Legrand et qui aura demandé 3 jours de travail à l'Autrichienne pour la répéter. Pour cela, elle aura notamment dû composer avec la vague de chaleur survenue dans le sud de la France durant la semaine, une France dont Eva semble véritablement apprécier les falaises, puisqu'il s'agit là de ses 6e et 7e voies françaises dans le 8C+, ou 9A.
Concernant WRC, elle leur a mis 4 jours de grimpe dessus, en comptant l'enchaînement de Alien Carnage, un 8C+, dont WRC est en fait une extension. En tout cas, la plus française des Autrichiennes est dans une forme olympique en ce moment, une forme qu'elle attribue sans surprise à un entraînement focalisé uniquement sur le rocher après s'être détournée de la compétition. Et décidément, les femmes de renom étaient au rendez-vous cette semaine avec le voyage des américaines Michaela Kirsch et Ashima Shirashi sur le site d'Oukaïmeden au Maroc et le double enchaînement de Taradine 8B bloc. Un départ assis que Michaela aura ajouté au projet de sa compatriote Ashima avant qu'elle ne le répète à son tour, mais cette croix n'est pourtant qu'une anecdote parmi la pléthore de nouveaux blocs difficiles libérés par Michaela, dont 4 highballs, respectivement côté 7A, 7B, 7C et 8A, de quoi enjoliver le paysage de la montagne marocaine et donner envie à d'autres gros noms de s'y rendre. Et direction l'Espagne sur le site de Surana, alors que l'américain Tyler Thompson enchaîne la classique La Rambla 9A+, sur le site de Surana. Encore un combat de longue haleine pour le grimpeur qui aura pris une belle rouste par la voie 3 ans plus tôt, avec un manque d'endurance qui ne lui aura jamais permis d'espérer la toper en 3 semaines. Mais après un voyage de grimpe qui lui aura donné beaucoup plus de confiance dans cet aspect l'année dernière, et un entraînement spécifique en vue du voyage, Tyler aura finalement enchaîné la voie avec une relative facilité et en seulement 4 jours. Maintenant c'est un nouveau projet espagnol d'ampleur qui l'attend et toujours un classique, alors que l'américain annonce vouloir s'essayer à Jumbo Love 9B au printemps. Et voilà, merci à vous d'avoir regardé cet épisode en entier. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo, un commentaire pour m'aider un petit peu sur l'algorithme et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Pour le reste, on se retrouve dans le prochain Caillou News dans 2 semaines. Moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss!